Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information sur FM Télévision. Aujourd'hui, vous le savez, comme tous les autres week-ends, c'est consacré à la rétrospective de la semaine. Vous le savez, on vous l'a informé, les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda devraient en principe baisser les armes depuis vendredi dernier et libérer les zones occupées dans la province du Nord Kivu. C'était l'une des recommandations du sommet de Luanda tenu mercredi sous la médiation de l'Angolais Joao Lourenço en présence de Félix Tshisekedi de la RDC, Uhuru Kenyatta, le facilitateur Évariste Ndayishimiye du Burundi. Le grand absent, c'est le Rwandais Paul Kagame. Explication, Ania Kole. Si les M23 refusent de se désengager et libérer tous les territoires qu'ils occupent actuellement, le chef d'État de l'EAC instruiront la force régionale à faire usage des forces pour le pousser à se soumettre, note les communiqués final qui soulignent que le Kenya va déployer ses contingents à Goma et ensuite à Bunagana, Rutshuru et Kiwanja lors des désengagements et les replis du M23 dans ses positions initiales des Sabinyo du côté RDC pour ne plus se mouvoir au-delà de la ligne des villages Bigega, Bugusa, Nyabikona, Mbuzi, Rutiro et Nkokwe. Les chefs d'État de l'EAC ont également décidé de créer des conditions en vue de l'occupation de positions actuellement sous contrôle du M23 par la force régionale de l'Afrique de l'Est avec le soutien du mécanisme de vérification ad hoc au plus tard vendredi avant d'appeler à la cession de tout soutien politico-militaire au M23 et à tous les autres groupes armés locaux et étrangers opérant dans l'est du pays et de la région. Pour eux, le FARDC, la force de l'EAC en collaboration avec la MONUSCO, doivent étudier toutes les questions relatives au désarmement et au cantonnement des éléments du M23 et leur soumettre des propositions lors de leur prochain mini-sommet. Toujours dans la série des résolutions, le chef d'État de l'EAC ont appelé à la reprise du dialogue bilatéral entre la RDC et le Rwanda en vue de la normalisation des relations diplomatiques et la reprise de la coopération. Notons que les chefs d'État ont convenu de se retrouver prochainement à Bujumbura pour l'élévation de l'application des conclusions des résolutions et recommandations du mini-sommet de Luanda. Voilà, c'est donc vendredi dernier qu'était arrivé à terme l'ultimatum donné aux terroristes du M23 soutenus par le Rwanda pour arrêter les hostilités après une réunion de sécurité tenue notamment jeudi soir. Patrick Mouyaya dit attendre ce que cela donnera sur le terrain. Je vous propose donc de suivre le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. C'est dans la suite, comme vous le savez, depuis plusieurs jours, le Premier ministre a reçu l'habilitation du commandant suprême de tenir de réunions de sécurité pour faire le suivi de manière régulière de la situation sur le terrain. Vous savez que nous avons des urgences humanitaires importantes sur lesquelles nous devons travailler parce que nous avons plus de 300 compatriotes qui sont dans des conditions extrêmement difficiles. La réunion d'aujourd'hui, il s'est agi donc d'aborder ces questions humanitaires, mais aussi d'écouter le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, qui a pris part au mini-sommet qui s'est tenu hier à Luanda. Vous avez tous suivi les communiqués avec des engagements fermes et un calendrier assorti pour permettre de donner une vue à l'issue de toute cette situation qu'il y a à l'est de la République démocratique du Congo. Et bien évidemment, les chefs de l'armée et de la police ont pu faire le point de la situation sur terrain. On n'a pas seulement parlé de la situation à l'Est, mais on a aussi survolé la question de Kwamout parce qu'il est important que nous puissions avoir un regard sur toutes ces situations. Le maître mot qui a été recommandé ce soir par le Premier ministre, au-delà de tout ce qui a été dit, des engagements qui ont été couchés dans les communiqués sortis d'hier, c'est que nous devons rester vigilants. Il y a des délais qui ont été donnés. Nous allons attendre, voir ce que ça va donner, mais nous allons surtout continuer à travailler pour apporter un appui humanitaire à nos compatriotes qui en ont besoin. Le Kenya veut garantir et renforcer la paix dans l'est du pays. Le chef d'État kenyan l'a dit lundi en conférence de presse d'après entretien avec son homologue congolais. Il était aussi question de la coopération bilatérale. Suivez.
À en croire ce communiqué final lu par le vice-premier ministre en charge des Affaires étrangères, le Kenya est visiblement déterminé à se serrer les coudes avec la RDC pour juguler l'insécurité dans l'est du pays, notamment par le moyen militaire. Son Excellence, Monsieur le Président du Kenya, a rassuré son homologue et frère de la République démocratique du Congo de l'engagement de son pays à poursuivre le déploiement en cours des troupes kenyanes et à opérationnaliser la force régionale. Le Kenya a un mandat bien précis en RDC, souligne le président William Ruto. Le mandat de la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est a été issu de l'accord entre les chefs d'État et cela a été communiqué lors de la réunion du Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine. Le mandat est donc celui de garantir la paix dans la partie est du pays. Une position kenyane qui n'a pas laissé indifférent le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi. J'aimerais également le remercier et à travers lui tout le peuple kenyan pour le soutien qu'ils ont voulu apporter à mon pays qui, comme vous le savez, est victime en ce moment d'une agression injuste et barbare de la part du voisin rwandais. Il faut retenir que les relations bilatérales entre les deux pays sont au beau fixe, à en croire le communiqué final sanctionnant cette rencontre. Deux relations qui doivent encore se consolider davantage, en convenu Félix Tshisekedi et William Ruto. Pourquoi les matériels militaires commandés par la RDC tardent à arriver? Le vice-premier ministre en charge des Affaires étrangères a répondu à cette question jeudi lors d'un briefing de presse. Christophe Lutunula est aussi revenu sur le retrait ou non de la RDC de l'Organisation internationale de la francophonie et d'autres sujets. Commentaires. Si les matériels militaires ne sont pas encore arrivés à Kinshasa, il y a une raison bien fondée. Matériel militaire, est-ce qu'il est arrivé? Pas encore, parce qu'il est question de faire venir par la voie routière. Où en est-on avec les mesures restrictives empêchant la RDC à se procurer les armes? Ça avance, il faut être très sûr. Même la levée des mesures restrictives, il vous en a parlé, j'ai vu quelque part aujourd'hui un message texto comme envoyé de notre représentation diplomatique à New York. Les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda vont se retirer des zones occupées pour se rendre au Mont Sabinyo dans le Virunga, toujours dans l'est de la RDC, selon le processus de Nairobi. Une résolution qui a suscité une vive polémique dans l'opinion. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur a voulu calmer la tempête. L'article 69 de la Constitution lui donne grosso modo la mission d'assurer la bonne tenue de la nation et des institutions. Et c'est pour cela que le président accepte de faire cette offre de paix. Deux voix se sont également levées pour que la RDC quitte l'Organisation internationale de la francophonie qui a récemment reconduit à la tête de son secrétariat général la Rwandaise Louise Mushikiwabo, qui a également tenu des propos méprisants contre la RDC. Seulement, cette question n'est pas à l'ordre du jour. Nous avons inscrit, il ne faut pas oublier ça, dans la Constitution, la langue française comme la langue de l'administration. Tout à fait. Donc au-delà de la conjoncture qui est très difficile, nous ne pouvons pas renoncer à cette vocation qui est de notre appartenance à la francophonie, qui est constitutionnelle. L'ultimatum donné au M23 du Rwanda pour quitter ses positions en RDC ont expiré ce vendredi. Insécurité grandissante dans l'est de la RDC, il faut sanctionner certains opérateurs économiques à l'instar de Dan Gertzler. C'est la recommandation de Maria Arena lors d'une session plénière de l'Union européenne sur la situation de la RDC. Cette députée de l'UE est révoltée du pillage des ressources minières par les voisins de la RDC au profit des groupes internationaux qui financent les groupes armés pour avoir accès facile aux minerais à faible coût. On l'écoute. Le M23, soutenu par le Rwanda, a lancé une offensive contre l'armée régulière de la République démocratique du Congo,
qui replonge le pays dans des violences extrêmes. Alors ces violences et l'instabilité dans la région, vous le savez, ne datent pas d'aujourd'hui et trouvent leur source essentiellement dans la question des ressources du sous-sol de cette région. Ressources qui sont pillées par les voisins au profit d'entreprises et de groupes internationaux qui alimentent la corruption, qui financent des groupes armés pour se garantir l'accès au moindre coût. Alors nous devons absolument plaider pour une solution régionale, à court terme et à moyen terme. Bien entendu, à court terme, la question humanitaire doit être prise en compte pour les personnes déplacées. Mais si nous ne faisons que du court terme, nous serons toujours à nouveau dans le même cycle de violence. Et donc, une résolution régionale du conflit est importante. Nous devons lutter contre la corruption et mettre des sanctions sur des personnes, des entreprises telles que M. Dan Gertler, qui est un opérateur excessivement puissant aujourd'hui en RDC, sanctionné par les Américains et pourtant qui trouve refuge en Europe pour cacher son argent. Nous devons évaluer la loi sur les minerais des conflits qui aujourd'hui n'est pas d'application sur le territoire et nous devons mettre en place des tribunaux mixtes qui sont des tribunaux qui luttent contre l'impunité en République démocratique du Congo. Merci. Agression rwandaise en RDC, les sénateurs membres de l'Union sacrée fustigent la complicité de la communauté internationale et suggèrent le retrait de la RDC de l'Organisation internationale de la francophonie suite à l'agression du M23 soutenue par le Rwanda dans le territoire congolais. Je vous propose donc de suivre cette déclaration. En ces moments où la RDC est victime d'agressions de la part du Rwanda et de l'Ouganda sous couvert du M23. Nous fustigeons les silences et la passivité de la communauté internationale en général et la communauté africaine en particulier. Souscrivons au processus de Luanda et de Nairobi pour une paix durable en République démocratique du Congo. Face à l'injustice et au traitement discriminatoire à l'égard de la RDC, pourtant membre à part entière des Nations Unies, de l'Union africaine et de plusieurs organisations régionales et sous-régionales, les sénateurs de l'Union sacrée de la Nation se joignent à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République, chef de l'État, demandant au peuple congolais de se mobiliser massivement en vue de la défense de la patrie et la reconstruction de la République démocratique du Congo, notre patrimoine commun. Les sénateurs de l'Union sacrée de la Nation encouragent et apportent leur soutien à nos forces armées et de sécurité en vue de la victoire sur l'ennemi. Les sénateurs de l'Union sacrée de la Nation invitent le jeune Congolais avenir de demain à s'enrôler dans nos forces armées en vue de protéger la nation et l'intégrité du territoire national. Les sénateurs invitent tous les Congolais à plus de patriotisme, demandent au gouvernement de la République démocratique du Congo de suspendre sa participation aux activités de l'Organisation internationale de la francophonie et généraliser l'enseignement de l'anglais à tous les niveaux. Les sénateurs de l'Union sacrée de la Nation expriment leur compassion envers les populations meurtries et en errance. Kinshasa et Ankara décident de se serrer les coudes face aux menaces terroristes auxquelles elles font face. C'est ce qu'a déclaré l'ambassadeur turc Murat Ülkü à l'issue d'un entretien qu'il a eu avec le ministre de la Défense nationale, Gilbert Kabonda, le vendredi 25 novembre dernier dans son bureau de travail. Je vous propose de suivre ce commentaire de Ania Kolé. Selon les diplomates turcs, ces deux États ont un destin commun. En effet, la RDC et la Turquie sont deux pays en voie de développement qui font face aux menaces similaires. C'est pourquoi le pays d'Erdogan veut soutenir le Congo. Au centre de leurs échanges,
Il était aussi question de faire le suivi des accords signés au mois de février dernier entre les deux pays, des accords bilatéraux qui permettent d'élargir les relations sur le plan de la coopération militaire entre la RDC et la Turquie. On a connu des succès dans les dernières décennies en voie de développement économique, social, et nous sommes tout à fait convaincus que la RDC va traverser plus ou moins les mêmes étapes, et on n'a pas de doute, et ça nous donne aussi beaucoup de sentiments de solidarité envers votre beau pays. Nous faisons face à des menaces similaires, et chez nous et aussi chez vous, on dit qu'on ne jette des pierres seulement à des arbres qui portent des fruits. Signalons que l'ambassadeur de la Turquie a pris ses fonctions en RDC il y a de cela 3 mois. Curieux de savoir quelles seraient les retombées immédiates du tout dernier accord signé à Luanda en rapport avec l'insécurité grandissante, particulièrement dans les nouveaux espaces occupés par les terroristes du M23, soutenus par le Rwanda. En réaction à ces derniers accords, les patrons de la défense congolaise, comme pour dire qu'il y a une nouvelle donne, haït ce mot fort à l'endroit de l'ambassadeur turc. Bonne nouvelle pour les hommes en uniforme après 18 ans de la patience. 31 000 militaires inactifs et anciens combattants appelés macarons rouges, quasiment laissés pour compte, viennent de rentrer dans leur droit salarial fin octobre dernier. Annie Akole. Le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Dr Gilbert Kabanda, aura bataillé ferme pour mettre un terme définitif à leur calvaire. Leurs bénéfices s'inscrivent dorénavant dans la durée de leur carrière militaire en attendant leur mise à la retraite. Les Dr Gilbert Kabanda Kourenga, sous l'impulsion du commandant suprême des FARDC Félix Tshisekedi et du chef du gouvernement Jean-Michel Samalou Kondé, n'aura ménagé aucun effort pour obtenir ces résultats salutaires pour 31 000 inactifs et macarons rouges dans le rang des FARDC. Notons que cette action du ministre de la Défense nationale et ancien combattant procède du reste de la mise en œuvre du plan d'action du ministre Kabanda Kourenga et c'est qu'il met sans relâche à l'exécution tous les piliers concomitamment du programme du gouvernement de la République. Qu'il s'agisse, comme c'est le cas ici, du bien-être social du soldat congolais d'une manière globale, de la formation des hommes en uniforme pour leur bonification, de l'acquisition des armements et des équipements modernes les plus perfectionnés, de l'implication prochaine de l'industrie militaire purement congolaise sur place au Congo. Rien n'est laissé au hasard, la boussole étant désormais la nouvelle politique de la défense congolaise et la loi de la programmation militaire. L'on a commémoré le 104e anniversaire de la journée internationale de l'armistice. Au ministère de la Défense, Séraphine Kiloubou a présidé mardi une cérémonie solennelle à ce sujet devant plusieurs hautes personnalités du pays. Annie Akole, encore une fois de plus. Il s'agissait d'une cérémonie qui se tient au moment où le président de la République concentre toute son énergie sur la situation sécuritaire préoccupante de l'Est. S'adressant devant le sénateur, généraux, officiers et supérieurs et subalternes, la vice-ministre de la Défense, Séraphine Kiloubou, a appelé la génération actuelle à marcher sur le même chemin afin de parvenir à la victoire. Une telle histoire doit être enseignée à nos enfants. C'est pourquoi, chaque année, le secrétariat général aux anciens combattants organise la semaine des anciens combattants. Pour que chaque Congolais s'en souvienne et honore les différents faits d'armes de nos anciens combattants. Pour sa part, le général Symphorose est revenu sur l'historique glorieuse de l'armée congolaise, ponctuée de plusieurs hauts faits militaires depuis l'existence de la force publique. La rencontre de ce jour fait écho de la journée de l'armistice commémorée le 11 novembre de chaque année depuis 1914 et 1918, marquant ainsi la fin de la Première Guerre mondiale. Il s'agit en significatif d'une convention conclue entre les belligérants
pour suspendre les hostilités sans mettre définitivement fin à l'état de guerre. S'il faudrait évoquer les noms de quelques fils du pays qui ont combattu en Abyssinie et ont continué à servir dans l'armée nationale congolaise après l'indépendance. Nous citons Louis Bobozo, Eugène Eleya, Norbert Mukemasuku, Sassa Mwaka et Lolomon. Que nous saluons leur mémoire et paix à leurs âmes. En somme, la vice-ministre de la Défense nationale et ancien combattant a également procédé au lancement de la journée porte ouverte des anciens combattants en présence du vice-ministre de l'Intérieur et Sécurité. Auparavant, Séraphine Kiloubou a déposé des gerbes de fleurs au mémorial des anciens combattants. Interconnexion des conflits dans la région des Grands Lacs. Quelle piste de solution pour une paix durable en RDC? Voilà le thème qui a réuni les professeurs de l'université de Kinshasa dans une séance de travail dans la salle de conférence du Fleuve Congo Hôtel sur la pacification de l'Est de la RDC de mercredi 23 à jeudi 24 novembre. Parmi les invités de marque figure le ministre de la Défense Gilbert Kabanda. Suivez ce reportage. Au-delà de l'aspect sécuritaire assez préoccupant dans la partie est de la RDC, marquée notamment par l'agression rwandaise, le patron de la défense congolaise a placé le focus sur les ressources qui régorgent le sous-sol de cette zone du pays. Appelant les uns et les autres à un esprit de l'entrepreneuriat, le docteur Gilbert Kabanda pense que l'heure a sonné pour que le génie soit capable de transformer des richesses de son pays. La Belgique nous a mal façonnés. Mais une fois qu'on nous a laissés indépendants, pourquoi n'avons-nous pas compris que c'est nous qui devenions la Belgique du Congo, que c'est nous qui devions maintenant commencer à produire, à transformer nos matières premières, au lieu d'être des élèves du Fonds monétaire international, au lieu d'être des élèves de toutes ces organisations internationales qui vous imposent des conditionnalités impossibles. Ces points de vue aussi brillants et largement partagés par les sommités scientifiques de l'Université de Kinshasa en tant qu'organisateurs. Ils ont du reste fait appel dans le même ordre d'idées à l'expertise scientifique de l'ancien président burundais. Selon Tibantunganya, la richesse de la RDC suscite la convoitise de ses voisins. Pour lui, quand la RDC se réveillera, l'Afrique centrale se stabilisera. L'ancien président burundais a par conséquent invité la RDC à jouer son rôle. Et puis la nouvelle équipe dirigeante du secteur opérationnel Ouélé avait de la visite. Les membres du comité local de sécurité territoriale de Dungu dans le Haut-Ouélé leur ont présenté leur civilité. C'était à l'état-major de cette unité située à 210 km de la ville d'Issiro. C'est un reportage de la presse militaire. En commémoration du 74e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, antenne de Dungu, a organisé une conférence de presse. C'était le vendredi 18 novembre 2022 à l'espace interagence de Dungu Centre, du territoire qui porte le même nom dans la province de Haut-Ouélé, à l'intention de la presse locale. Toutes les couches sociales étaient représentées, dont le secteur opérationnel Ouélé qui était représenté par son porte-parole. Au cours de ces forums, l'orateur du jour, Maître Malema Moukili Séverin, chef d'antenne des CNDH du territoire de Dungu, a brossé les bilans de la situation des droits de l'homme durant le deuxième trimestre dans son entité. Dans la foulée, cet activiste des droits de l'homme a loué la bonne collaboration qui existe entre la population locale et l'armée dans la recherche d'une paix durable au sein de la société. Maître Malema a fini son message en appelant les jeunes de s'enrôler au sein de l'armée, tel est le souhait du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cet exposé s'en est suivi d'un jeu de questions et réponses dans un climat de convivialité. Au sorti de ces assises, Maître Malema et le capitaine Yumakin Chermbajili, porte-parole du secteur opérationnel Ouélé, se sont exprimés en cette conférence de presse vaut dans le sens de l'ouverture même de 16 jours d'activisme des droits de l'homme qui naturellement commence le 25 novembre pour se clôturer le 10 décembre qui est, n'est-ce pas, la journée internationale de la Déclaration universelle des droits de l'homme. J'ai parlé de l'armée républicaine qui est la FARDC et celle-ci est encouragée
celle-ci, n'est-ce pas, mérite notre soutien pour la défense de l'intégrité territoriale. Nous avons aimé parce que ça fait contribuer de la relation civilo-militaire. Nous, comme armée, nous sommes obligés de travailler avec la population. Et nous avons vu que cette population a notre confiance. C'est pour cela que nous étions invités dans ces assises. Et on a jeté des fleurs à l'armée à ce qui concerne la défense au sein des secteurs opérationnels où le ministère des droits de l'homme commence du 25 novembre au 10 décembre de chaque année. Peut-on parler des prémices d'un conflit communautaire au quartier Bolikango, dans le Kanluka, dans la commune de Ngaliema? Depuis un certain temps, les populations de la tribu Congo et celles de Yaka vivent à couteau tiré. Qu'est-ce qui se passe au juste? Je vous propose de le suivre dans ce reportage. Dans ces quartiers Bolikango, la population ferme ses portes au plus tard 19 h. Suite à un conflit dont la cause restait encore inconnue. Les habitants du camp des Yaka n'ont pas le droit de traverser les camps des Bakongo et vice-versa. Cette tragédie entraîne même mort d'hommes, à en croire les résidents de ces quartiers. Le conflit de Kuluna fait de sorte qu'un résident du côté des Yaka ne peut pas traverser les camps des Bakongo et vice-versa. Avec le manque d'électricité, tout cela nous envoie à dormir à 20 h, voire 19 h. Est-ce qu'une personne normale peut dormir à ces heures-là? Entre les deux camps Yaka et Bakongo, il n'y a pas une bonne collaboration. Pour éviter ces drames, qu'ils s'éloignent de nous, qu'ils abandonnent la terre de Kanluka, car cette terre appartient aux habitants de Yaka. Ces personnes sont du camp des Yaka. Ils nous ont déconseillé de traverser de l'autre côté où se trouve le Bakongo, au risque de se faire agresser car nous n'ayons aperçu de loin en train d'interroger les camps opposés. La population de cette zone appelle les autorités à agir afin de juguler ce qui s'annonce comme un conflit communautaire en pleine capitale. Tout à fait autre chose. Le président de la CENI a procédé dimanche dernier au lancement du niveau 2 de la cascade de formation du personnel commis à l'opération de la révision du fichier électoral, cadre choisi l'université William Booth située dans la commune de La Gombe. Reportage. Lancé officiellement par le président de la CENI, ce niveau 2 de la cascade des formations du personnel commis à l'opération de la révision du fichier électoral concerne 10 provinces. Elle constitue la première ère opérationnelle de l'opération de révision du fichier électoral. Il s'agit des provinces suivantes: l'Équateur, Kinshasa, Congo central, Kwango, Kwilu, Maïndombe, Mongala, Nord-Ubangi, Sud-Ubangi et Chouapa. Cette formation va accorder une place importante à l'utilisation des kits d'enrôlement et plusieurs exercices sont prévus durant les sessions. Les participants seront également amenés à réaliser des simulations sur le remplissage des fiches et formulaires bénéficiant d'un gain de temps en mettant un terme à la lenteur jadis observée dans les chefs des préposés à l'identification des électeurs. Ces sessions seront également consacrées à l'application du préenregistrement que les informaticiens de la CENI vont développer. Cette formation qui débute aujourd'hui va accorder une importance à l'utilisation des kits d'enrôlement et plusieurs exercices sont prévus durant les sessions. Vous serez également amenés à réaliser des simulations sur le remplissage des fiches et formulaires de manière à permettre un gain de temps et éviter la lenteur dans le chef des préposés à l'identification des électeurs, mais aussi des opérateurs de saisie OPS. Le président de la centrale électorale, Denis Kadima, a invité les participants à l'assiduité, à la ponctualité et à la discipline, en témoignant de leur part un grand sens de responsabilité. Denis Kadima a précisé qu'après les 3e et 4e niveaux de la cascade de formation, la CENI procédera au lancement de la collecte des données des électeurs dans les centres d'inscription des électeurs dans la première ère opérationnelle. Nous assurerons, 30 juin,
Et puis, le Sénat a, au cours de sa plénière tenue vendredi 18 novembre dernier, déclaré recevable la proposition de loi portant statut particulier du corps de diplomate de la RDC, une initiative de la sénatrice Francine Muyumba qui a été ensuite confiée à la mission mixte PAJ et Relations extérieures pour examen. Fifi Kalumboui. Selon la sénatrice Francine Muyumba, auteure de cette proposition de loi, le texte réglementaire existant rendait la diplomatie congolaise passive sur le plan international. Cette initiative parlementaire entend combler le vide juridique dans ce secteur et renforcera la diplomatie de la RDC. Une fois voté et promulgué par le chef de l'État, ce cadre juridique donnera aux ambassadeurs à travers le monde des moyens conséquents pour leur travail. Dans l'administration du ministère des Affaires étrangères, et aussi permettre à nos ambassadeurs et à nos ambassades d'avoir les moyens qu'il faut pour mener la diplomatie, bien entendu qu'il faut. Donc cela veut dire que le problème sociaux seront résolus avec l'actuelle proposition de loi dès qu'adoptée et promulguée par le président de la République. Nous allons tant soit peu résoudre le problème des diplomates de la République démocratique du Congo. Vous allez voir que même parfois, il y a même des ambassades qui disent qu'ils n'ont pas des charrois automobiles, qui ont beaucoup de problèmes, ainsi de suite. Mais nous devons maintenant légiférer pour sortir un peu de la réglementation, afin d'amener nos diplomates aux standards de traitement qu'il faut sur le plan international. Peu avant l'examen de la proposition de loi Muyumba, la plénière présidée par le speaker de la Chambre haute Modeste Bahati a adopté, après débat général, les rapports des commissions mixtes PAJ Ecofin et PAJ Infrastructure sur la proposition de loi portant création de la taxe de promotion industrielle et seule relative à l'aviation civile. Le nouveau secrétaire général du Sénat peut maintenant commencer à travailler. Jean Mukwala Bateke a reçu les clés de son nouveau bureau des mains de son prédécesseur Gilbert Mukudi Kongolo. La cérémonie de remise et reprise s'est tenue jeudi au Sénat. Fifi Kalumbo une fois de plus. Cette cérémonie s'est déroulée sous la supervision du directeur des cabinets du président du Sénat, Rémi Moussoungaï Bampalé, en présence d'autres responsables des cabinets, membres du bureau du Sénat, de plusieurs cadres et agents de l'administration de cette institution, mais également des inspecteurs de la fonction publique. Occasion pour le nouveau secrétaire général du Sénat d'exprimer ses remerciements au président de cette institution, Modeste Bahati Lukwebo, pour la confiance placée en sa personne après sa réussite au concours organisé par l'administration publique. Jean Mukwala Bateke a également saisi cette occasion pour solliciter l'appui de tout personnel de l'administration du Sénat pour la réussite de son mandat. Tout est bien qui finit bien, dit-on. L'appel est ainsi lancé aux cadres et agents de l'administration du Sénat de travailler d'arrache-pied tout en ayant un esprit de collaboration afin de matérialiser la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il faut noter par ailleurs que Jean Mukwala Bateke est le 6e secrétaire général du Sénat depuis l'avènement de la Chambre haute du Parlement congolais. C'est un fils maison qui a gravi tous les échelons au sein de l'administration de cette institution jusqu'à devenir aujourd'hui secrétaire général. Juste après cette cérémonie de remise et reprise, le secrétaire général entrant et son prédécesseur ont présenté les civilités au président dans son bureau de travail. Ce dernier a souhaité un fructueux mandat au nouveau secrétaire général du Sénat. Procès Vidi Chimanga, ses avocats ont été déboutés. Le tribunal de paix de Kinshasa-Gombe a rejeté l'exception de l'incompétence de cette juridiction à connaître cette affaire. À l'audience de jeudi, le tripet a donc annoncé que le procès entre dans sa phase de fin après ce long débat sur la forme. Commentaire. À l'audience précédente, les avocats de Vidi Chimanga soutenaient leur démarche mettre en cause la compétence du tribunal de paix pour juger leurs clients par le fait que les infractions commises par le prévenu l'ont été en dehors des frontières de la RDC. À l'audience de ce jeudi, cette juridiction a simplement fixé l'affaire pour le 5 décembre prochain en vue d'entrer dans le fond du dossier. En d'autres termes, ils ont rejeté les moyens que nous avons soulevés, a dit maître Arthur Bomana à nos confrères d'actualité.cd. Cela dit, dans le fond, il sera question pour l'ancien conseiller en matière stratégique du président de la République,
de prouver son innocence sur les accusations portées sur sa personne, dont les faits constitutifs de prévention de corruption présumée, mais aussi de trafic d'influence et offense au chef de l'État. On se souvient que Vidi Echimanga, qui avait démissionné de ses fonctions après publication des vidéos, proposait des offres minières à des pseudo-investisseurs en exigeant une commission de 20%. Celui qui dit avoir financé la campagne électorale de Félix Tshisekedi a répété à plusieurs reprises qu'il agissait au nom et pour le compte du chef de l'État. Mais déjà, le conseil de l'ancien président du DSMP affirme que les vidéos diffusées sur les réseaux sociaux contre leurs clients sont d'un montage grossier et qu'il s'apprêtait à rétablir la vérité. Pour rappel, Vidi Echimanga a été placé en détention préventive le 21 septembre dernier par le parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe avant d'obtenir une liberté provisoire quelques jours après. En terminant santé, la RDC fait face à la 6e vague de la Covid-19. C'est le ministre de la Santé qui l'a affirmé le mardi au sortir d'une réunion du comité multisectoriel de la riposte contre le coronavirus. Selon Jean-Jacques Mbungani, cette nouvelle vague donc est de faible intensité, bien que l'on a recensé plusieurs cas de Covid-19 ces 4 dernières semaines. On l'écoute. La réunion de ce jour s'est tenue autour du Premier ministre, réunissant plusieurs ministres et tous les acteurs membres du comité multisectoriel de riposte contre la Covid-19. Cette réunion a tout son sens au regard des chiffres qui s'élèvent depuis 4 semaines durant des cas Covid-19 positifs. Il était important d'évaluer la situation. Nous avons remarqué cette hausse des cas, mais à ce jour, nous rassurons la population parce que malgré qu'on a plus ou moins des cas élevés, mais le taux de létalité est faible. C'est-à-dire, c'est une 6e vague de la Covid-19 qui a commencé, mais en réalité, elle est de faible intensité. Au niveau du comité multisectoriel de la riposte, nous avons retenu d'abord, les conclusions seront rendues au chef de l'État pour qu'autour de lui, une décision soit prise autour de la task force, mais ce qui est comme orientation est de sensibiliser la population quant à la persistance de cette pandémie et également de communiquer, alors vraiment intégrer, que la population puisse intégrer le respect des gestes barrières. C'est important dans les regroupements, dans les endroits où il y a plusieurs personnes, que les gens aient toujours le réflexe de porter le masque, de se laver les mains à l'eau. Voilà, c'est la fin de cette rétrospective de la semaine consacrée en grande partie aux informations liées à la sécurité qui cartonnent sur l'actualité ces derniers jours. Madame, Messieurs, merci à tous de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous bien.